Génial, merci. Ben, bonjour à vous tous. Je viens de le faire, mais je ne l'ai pas fait de façon enregistrée, donc je me reprends. Je suis Joanne Hiblet, je suis coordonnatrice au service d'accompagnement chez Evol. Aujourd'hui, je suis accompagnée par ma collègue Ajar, qui est coordonnatrice au partenariat et aux commandites. Puis, avant, dans le fond, d'entrée de jeu, ce que je voulais, dans le fond, peut-être vous présenter un peu Evol, parce que peut-être vous connaissez peu, pas du tout ou beaucoup. Donc, rapidement, dans le fond, Evol, on est une organisation qui a comme mission de contribuer au développement d'entrepreneuriat diversifié et inclusif dans les 17 régions du Québec. Puis concrètement, ce qu'on fait, c'est que c'est une offre de financement accompagnée à des entreprises qui sont à propriété diversifiée et inclusive. Donc, on est issu de l'évolution de Femmes et Sœurs. Donc, dans le fond, à la base, on est dédié à l'entrepreneuriat féminin. Donc, mais maintenant, au-delà des femmes et des personnes s'identifiant de ce genre, eh bien, il y a d'autres groupes, dans le fond, d'autres clientèles aussi qui sont encore sous-représentées à qui on s'adresse. Et ça, à tous les stades, dans le fond, que ce soit démarrage, croissance, acquisition, relais d'entreprise, mais d'autres pour autant, dans le fond, qu'elle génère des impacts positifs sur la société, soit au niveau social et ou environnemental. Donc aujourd'hui, on a la chance, dans le fond, de vivre ce 20 minutes CPA grâce à notre partenaire, dans le fond, l'Ordre des CPA. Merci à vous. Ça va prendre la forme, dans le fond, d'une conférence. Ce qu'on on vous propose comme formule, dans un premier temps, c'est à peu près une quarantaine de minutes de conférence. Par la suite, dans le fond, on se gardera une période de questions. N'hésitez pas, par contre, durant la conférence, à partager dans le clavardage si vous avez des questions. On va les retenir, puis on va pouvoir y revenir par la suite. La période qu'on garde à la fin, à peu près une quinzaine de minutes de questions, par expérience, on a choisi, dans le fond, on va arrêter l'enregistrement pour vous permettre, dans le fond, de poser les questions à notre conférencier. Conférencier que je vais rapidement, dans le fond, vous présenter, mais il pourra le faire aussi de son côté, là, dans ses mots. Dans le fond, on a Daniel Valois, qui est CPA, et aujourd'hui, il vient nous entretenir dans le fond, de certaines caractéristiques que des entreprises partagent quand ils sont performantes en matière de financement d'entreprise. Puis, un peu pour démystifier aussi le financement, de voir les différents types de financement qui sont offerts sur le marché actuellement, parce qu'on sait que ça évolue énormément, et les avantages et inconvénients de chacun, de voir si c'est approprié. Donc, sans plus tarder, parce que c'est pas moi que vous êtes venu écouter, mais vraiment Daniel, je céderai la parole dans le fond à Daniel pour que tu puisses te présenter puis entrer dans le vif du sujet. Ben, merci beaucoup, Joanie. Merci à toute l'équipe d'Evol. J'en suis, je crois, c'est une longue histoire entre. J'ai commencé à travailler avec vous à l'époque de Femmes et Sœurs. Je sais pas, je crois que j'en suis à la 4e conférence ou formation que je fais avec vous. C'est toujours un plaisir. Maintenant, les 20 minutes CPA, si je me trompe pas, c'est la deuxième fois que je la donne au niveau des vols. Donc, s'il y en a qui étaient là la dernière fois, ben, je vous rassure, oui, l'essentiel, comme je disais avant la rencontre, la mathématique financière, heureusement, tient toujours au niveau de ce qui est les finances, puis ça ne devrait pas changer. Mais ceci étant dit, le marché évolue et est encore plus volatile, incertain, complexe et ambigu qu'il l'a jamais été. Donc, il y a encore tout ce matériel-là est adapté à ce qui se passe aujourd'hui dans le marché. Donc, il va y avoir des mises à jour au fur et à mesure. Donc, si c'est votre deuxième fois, il devrait avoir des nouvelles choses à apprendre aussi. Donc, pour ceux, je me présente, Daniel Valois, effectivement, CPA. Maintenant, pour vous donner un peu mon background, mon but est pas de vous dire mon pedigree complet, mais c'est surtout de vous dire mon cercle de compétences, ses limites, et vous encourager à travers le chat, si vous avez des questions qui sont en lien, pas directement avec le financement, mais quelque chose qui se retrouve dans mon fameux cercle de compétences, ben, n'hésitez surtout pas à les poser. Je vais rester tant et aussi longtemps qu'il y a des questions après la conférence pour y répondre, donc n'hésitez surtout pas. Donc, histoire courte, je dis toujours d'élevage entrepreneurial, donc j'ai passé plus de temps dans les entreprises familiales que dans la maison familiale, je le crois. Euh, avec bien loin des technologies où je suis aujourd'hui, les entreprises familiales qui étaient essentiellement des commerces de détail, où est-ce que j'ai
fait l'essentiel de ma jeunesse et mes débuts comme entrepreneur. Lorsqu'on a vendu les commerces, ben, je suis tombé orphelin d'entreprise du jour au lendemain, puis j'ai décidé de devenir conseiller pour plein d'entreprises, d'où le fait que j'ai été faire mon titre de CPA. Maintenant, je dis toujours que je suis un CPA un peu atypique en ce sens que souvent on associe le CPA aux états financiers et aux déclarations d'impôts. Moi, je fais ni un ni l'autre. Donc, par exemple, tous les problèmes qui sont associés à pas les états financiers, ou du moins si la solution ne se trouve pas dans les normes comptables ou dans la loi de l'impôt, je dis toujours ça tombe sur mon bureau. Euh, Mon temps en service conseil, essentiellement, je l'ai fait chez Deloitte d'une part et à titre d'investisseur institutionnel chez Desjardins ou responsable de l'offre en technologie pour Desjardins. Donc, financement, achat-vente, redressement, restructuration, évaluation, valorisation d'entreprise, bref, tous ces éléments-là. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez surtout pas à nous les partager. Ça va me faire plaisir, comme je disais, d'y répondre en fin de conférence. Alors voilà, c'est tout pour la portion présentation. Encore là, je vous invite, je me répète, poser vos questions directement dans le chat. On va y revenir un petit peu plus tard. Sans plus tarder, pour parler de la présentation Investir dans son financement, trois grands sujets qu'on va couvrir aujourd'hui. Puis vous allez voir, là, je vous parlerai pas, je vais vous parler un peu de taux d'intérêt, mais il n'y aura pas de belles grosses formules mathématiques, là, puis je ne vous parlerai pas de tri et de vente et de tous ces éléments-là, même si c'est des outils qui sont très intéressants. Le but, c'est vraiment d'aborder le financement, mais dans un angle directement de business. Et je le dis comme ça parce qu'aujourd'hui, ben, je suis VP Finance et Stratégie dans une entreprise avec les deux mains dedans. Puis c'est vraiment ce que je veux faire aujourd'hui, c'est plus profiter de mon background d'entreprise familiale où je suis en entreprise aujourd'hui, puis parler de ben, qu'est-ce qui est vraiment important lorsqu'on est un entrepreneur d'un point de vue de financement. Donc, ça va couvrir les trois éléments qui sont présentés ici. On va parler de vos objectifs d'affaires. On va parler de contrôle des liquidités, ce qui mon Dieu, ne pourrait pas être plus important, surtout dans le contexte aujourd'hui. Et l'équilibre des risques, qui est toujours aussi important, mais que le marché dans l'état qu'il est aujourd'hui ben, fait en sorte que c'est encore plus important, je crois, qu'on en parle. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aime toujours commencer en expliquant la genèse un petit peu de cette conférence-là qu'on a développée avec l'Ordre des CPA. Il y a plusieurs sujets qui sont couverts dans les 20 minutes CPA. Je vous encourage à voir tout ce que mes collègues aussi ont fait dans tout plein de sujets. De mon côté, mon modus operandi est pas mal toujours le même lorsque je débute une formation, une conférence. C'est-à-dire que je me pose la question, puis ça, c'est la question qui me fait probablement que je me réveille parfois la nuit, c'est de me poser la question pourquoi certains réussissent là où d'autres échouent. Je crois que c'est la question qui garde la flamme allumée de tous les consultants, euh, parce que c'est un phénomène qu'on voit partout, hein. On le sait que comme entrepreneur, on ne se le cachera pas qu'il y a de la chance, mais c'est toujours fascinant de voir comment ça se fait que deux entreprises qui, à toute fin pratique, semblent pareilles. Pourquoi quelqu'un connaît un aussi grand succès alors que l'autre connaît un échec incroyable? Puis on essaie toujours de mettre le doigt sur le pourquoi. Puis c'est ce qui fait puis une fois en posant cette question-là, ben, on trouve des bonnes pratiques qu'on vient partager avec nos clients. Euh, pour la présentation aujourd'hui, ben, c'est comme ça que je l'ai fait, puis on s'entend, ça fait plusieurs années qu'on a fait les travaux initiaux, mais vous comprendrez que je l'ai mis à jour de manière continue. J'ai consulté à la fois des directeurs de compte, des directeurs investissement, j'ai mis mon expérience au travail, j'ai parlé avec d'autres CPA. Puis la question, ça a été exactement celle-là. Pourquoi certains réussissent là où d'autres échouent? Mais c'est quoi les éléments clés de succès qu'on voit qui sont spécifiquement en lien avec leur manière de financer leur entreprise? Donc, vous comprendrez, je n'ai pas la prétention aujourd'hui de vous dire exactement la recette du succès parce qu'il y a plein d'ingrédients dans cette soupe-là, mais on va regarder aujourd'hui spécifiquement ceux qui ont connu beaucoup de succès, la portion qui est attribuable à leur financement, c'est ce qu'on va décortiquer avec vous aujourd'hui. La réponse qui est venue à travers toutes les discussions, les entrevues que j'ai fait et que je continue de faire, là, soit dit en passant, sur une base régulière, ben, ce qui est bien, c'est que ça reste toujours, somme toute, les mêmes qui sont les plus importants. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'autres éléments, mais ça reste les mêmes éléments qu'on a depuis longtemps
qui expliquent le succès. Euh, Avant la COVID, on parlait de succès versus échec. Aujourd'hui, je crois qu'on va plus parler de résilience et de pérennité d'entreprise. Qu'est-ce qui assure la résilience et la pérennité d'un point de vue financement? Ben, c'est d'avoir une bonne stratégie. Et ben, la stratégie, vous voyez, là, les trois éléments qu'on va regarder, c'est ceux que je vous ai mentionnés en début de présentation. Donc, les objectifs, les liquidités et l'équilibre des risques. Comment on définit tout ça constitue une stratégie de financement. Maintenant, ben, comment on l'a défini au fur et à mesure qu'on avançait dans les travaux? Ben, on s'est dit une stratégie de financement, c'est quoi? Ben, c'est essentiellement une stratégie qui permet de déterminer de manière proactive les produits financiers qui vont favoriser l'atteinte rapide des objectifs de l'entreprise, tout en respectant l'équilibre souhaité en matière de risque-rendement. Bon, bien belle définition. Là, maintenant, je veux vous revenir sur les points qui me parlent plus d'un point de vue gestion d'entreprise. Quelques mots, mais le principal élément, c'est de manière proactive. Je vous dirais, pour ceux qui sont fans de lecture comme moi, vous avez la chance de voir un petit peu ma folie en ce sens-là, mais je dis toujours les 7 habitudes des personnes hautement efficaces. Ben, Seven Habits of Highly Effective People, je crois que ça a été traduit là, de toutes sortes de manières, mais bref, 7 habitudes, un livre que je recommande à tous, mais la proactivité en fait définitivement partie. La proactivité, c'est quoi en matière de financement? Ben, c'est essentiellement de dire comment on peut se positionner d'une manière où est-ce qu'on n'est pas réactif au marché, c'est-à-dire que face à un projet, c'est le marché qui dicte comment on devrait financer notre entreprise. D'être proactif, c'est de constamment avoir les outils pour que ce soit nous qui allons se présenter devant le marché en disant voici c'est qu'est-ce que moi j'ai besoin en fonction de mes objectifs d'entreprise, mon niveau de tolérance au risque et le modèle de gestion financière, la stratégie financière que j'ai derrière. Donc, c'est ça la proactivité. Je le présente souvent comme l'opposé d'être réactif, mais c'est ce qu'on va vouloir mettre de l'avant dans une stratégie. Autre élément qui est important de mentionner, c'est, vous voyez, les produits financiers, puis volontairement, initialement, on avait parlé des financements, mais vous allez voir, plus on avance, une des caractéristiques qu'on voit dans les entreprises qui, encore aujourd'hui, avec toute la volatilité qu'on a, connaissent beaucoup de succès, c'est qu'au-delà du financement pur, ils sont ouverts à des nouveaux produits financiers et des méthodes alternatives de financement. Donc, produits financiers, ce n'est pas uniquement un prêt. Ça peut être d'aller chercher un partenaire actionnaire. Ça peut être d'aller chercher des assurances sur marge de crédit. Ça peut être d'aller chercher des produits financiers complémentaires à des financements, mais qui vont vous permettre de respecter votre stratégie. Donc, on va parler de ces fameux produits-là. Et puis, je vais passer aussi assez rapidement les deux derniers éléments parce qu'on va y revenir plus loin, mais il ne faut jamais perdre de vue qu'une bonne stratégie de financement, le but, ce n'est pas d'avoir le taux d'intérêt le plus faible. Le but, c'est d'avoir un financement qui vous permet d'atteindre vos objectifs probablement plus rapidement grâce au financement, mais tout en vous assurant d'avoir une entreprise qui va être là de manière pérenne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, il faut bien sûr savoir ses objectifs d'entreprise et le financement doit s'adapter à nos objectifs d'entreprise et on ne doit pas adapter nos objectifs d'entreprise à notre financement. S'il vous plaît, très important cette nuance. Et dernièrement, ben, respecter l'équilibre risque-rendement. Je me garde cette section-là pour la fin parce que c'est toujours une portion que je trouve fascinante, peu importe dans quel marché, l'état du marché qu'on se retrouve. On dirait que c'est un élément qui est mis de côté. Donc, je vais y revenir un petit peu plus loin dans la présentation, dans la dernière section. Commençons par les objectifs. Avant de parler des objectifs, mais d'une manière plus corporative, j'ai toujours mon même exemple. Nos entreprises, en particulier nos PME, on ne se cachera pas, sont gérées par des êtres humains, encore aujourd'hui du moins. On va voir combien de temps ça va durer, mais je pense qu'on est encore safe pour un bon bout. Maintenant, ben, toute entreprise étant gérée par des humains et essentiellement composée d'humains, ben, on retrouve des comportements humains dans la gestion de nos entreprises. Fait que je vais commencer par une transaction de financement qui est assez connue de tous, c'est-à-dire la fameuse première maison. Lorsqu'on achète notre première maison, premier condo, bref, c'est quand même une des grosses dépenses qu'on va faire, un des gros investissements qu'on va faire dans notre vie. Pour ceux qui se souviennent de ce moment-là, dans leur existence, on a tout le même thinking, hein, où est-ce qu'on se dit, bon, ben là, c'est important de bien comprendre nos besoins.
on s'assied avec notre conjoint, conjointe, puis on se dit, OK, on veut pas juste travailler pour payer notre maison, hein, tu sais, on a d'autres objectifs à travers ça. Puis là, on les liste toutes. Tu sais, on veut que nos enfants puissent aller peut-être dans une école privée, on veut s'assurer de garder de l'argent pour nos hobbies, on veut aller au restaurant, on veut voyager, on a des projets autres que la maison, peut-être qu'on aime bon, avoir un véhicule récréatif. On regarde nos objectifs de vie de manière globale. Puis on en arrive souvent avec une conclusion qui est très rationnelle, où est-ce qu'on se dit, ben, on va chercher ce qui est en fonction de nos besoins et pas plus. Et là, on a un budget, puis on se dit, ben, on va aller voir notre agent d'immeuble, où on se dit, ben, tous ceux qui sont au-dessus de ce prix-là, on ne les regarde pas. Ça, c'est la beauté d'une première, en tout cas, ce fameux moment-là, qui dure jusqu'au moment où est-ce que, ben là, l'agent d'immeuble, là, erreur totale de sa part, là, il s'est glissé dans la pile de résidences qu'il voulait nous présenter, une ben, qui était nettement au-dessus de notre budget, mais que là, ça répond à tous nos rêves et même plus. Puis là, ben, on regarde cette maison-là, puis on se dit, ah ben, oui, il y a beaucoup plus d'espace, il y a beaucoup plus de chambres, il y a plus de garages, il y a plus de terrain, ça coûte beaucoup plus cher. Mais on est toujours capable d'en arriver à se dire, oui, mais c'est quoi notre projet puis, qu'on a actuellement, c'est d'acheter une maison. Puis c'est là qu'arrive un phénomène on appelle la vision focale. Où est-ce qu'on se dit, bon, c'est quoi le projet qu'on est en train de réaliser actuellement? C'est d'acheter une maison. Puis là, ben, on commence à juste penser en fonction de la maison, puis on se dit, ben, dans les faits, oui, elle n'a pas les caractéristiques qu'on regardait initialement, mais elle a plus, puis c'est toutes des choses qu'on peut y accorder de la valeur, puis il n'y a aucun jugement pour moi là-dedans. C'est vrai que c'est bien de dire, ben, on a quelque chose qui est au-delà de ce qu'on avait prévu, qui est le minimum acceptable pour nous. Mais là, on a toujours un petit, la conscience, ou du moins un Pierre-Yves McSween caché dans notre esprit qui arrive en disant, oui, mais en as-tu vraiment besoin, puis as-tu vraiment les moyens de te diriger vers ce produit-là? Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que ben, souvent, les gens vont se dire, ben, on se cassera pas la tête, là, on a un banquier. On va lui demander si on est capable d'avoir le prêt pour l'acheter, c'est qu'on a les moyens de l'acheter. Right? Il ne nous prêterait pas si on n'avait pas les moyens de l'acheter. Fait que c'est lui qui va être le dernier juge de cette transaction-là. Puis là, ben, par magie, quelques jours après, vous recevez un appel ou un petit courriel qui dit félicitations, votre prêt est accepté. Donc, cette maison-là qui, à la base, vous dit on n'a pas besoin de ça, ben, vous avez un prêt pour. Puis là, vous allez de l'avant. Maintenant, ce que je veux vous emmener comme réflexion, c'est ben, vos objectifs à long terme là-dedans, qu'on a parlé au début. Euh, Lorsque vous avez rencontré votre banquier pour le financement de votre maison, j'aimerais vous poser la question, quelle portion de la discussion il a passé à vous questionner sur les éléments suivants qui sont un peu identifiés par les images qui sont là? Vous avez vu la maison qui était le projet principal. Mais on a parlé au début, vous voyez le petit chapeau de finissant. Hein. Est-ce que vous avez soit des prêts et bourses qui sont toujours à payer? Est-ce que vous avez des objectifs d'étudier, de continuer à étudier dans d'autres domaines ou de poursuivre vos études? Le panier, le fameux panier d'épicerie, là, qui est rendu de plus en plus populaire aujourd'hui, c'est qui représente Add to Cart aujourd'hui officiellement pour tous les amateurs de Amazon de ce monde ou de tout autre site d'achat en ligne. La réalité, je vous annonce que chacune des personnes ici, nous sommes actuellement 32, euh, on a tous, en tout cas, je serais surpris qu'on ait des profils de consommation qui soient vraiment identiques. À vrai dire, c'est pratiquement impossible que même, au mieux, on va avoir deux personnes qui vont être similaires, mais ça serait même très surprenant que sur 32, il y en a qui soient vraiment identiques. Qu'on gagne le même salaire par année, qu'on fasse la même profession, puis qu'on vise à acheter la même maison, je vous annonce que naturellement, on a tous des goûts, on a tous un profil de dépenses qui est différent. Certains vont être très économes, certains disent on a juste une vie à vivre, il faut en profiter au fur et à mesure. Je vous le dis, je n'ai aucun jugement par rapport à ça. Tout ce que je fais vous dire, c'est que la réalité est que tout individu est différent dans son profil de consommation. Je vais passer la maison au centre, je vais me diriger vers la petite avion. Je vous parlais des hobbies, hein. On s'est dit souvent c'est quelque chose qui vient dans cette première décision-là. Est-ce qu'on aime voyager? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire régulièrement? On a besoin de combien de budget? La petite tirelire que vous avez, quand vous désirez prendre votre retraite, hein, ça c'est un point qui est excessivement important. Est-ce que vous voulez prendre une retraite très tôt? Est-ce que vous voulez prendre jamais votre retraite? Est-ce que vous dites, c'est quoi vos besoins aussi, juste en matière de tolérance de risque? À quel point vous avez besoin d'avoir des liquidités de sécurité de côté?
Puis, ben, j'ai mis les alliances pour tous les projets que vous pouvez avoir, hein, si vous avez des mariages ou tout ça. C'est toutes des choses qui sont des gros projets, qui demandent des gros budgets, mais qu'on doit prévoir. Maintenant, je reviens à ma question. Est-ce que votre banquier qui vous a fourni votre hypothèque vous a posé des questions sur ces éléments-là? La réponse est fort probablement non. Même peut-être que vous n'avez pas eu tant de discussion avec votre directeur de compte à ce moment-là, parce qu'essentiellement, lui, son but, quand je vous parlais de vision focale, c'est de dire, ben, moi, j'ai un client qui veut acheter une maison. Je vais faire une formule qui essentiellement vient dire c'est quoi les revenus bruts qui rentrent dans cette maison-là, c'est quoi les paiements sur mon hypothèque, puis on va en faire un deuxième pour se couvrir, pour dire c'est quoi les frais d'exploitation, entre guillemets, liés à la maison et les autres dettes qui sont par ailleurs, puis on va calculer un ratio, puis si ça marche, ben, on va autoriser le prêt. Ben, maintenant, voyez-vous où est la problématique là-dedans? C'est que la faute n'est pas du côté du banquier, hein. Vous lui avez demandé si vous pouvez acheter une maison, puis votre principal projet, c'était ça, puis il vous a offert un financement en conséquence. Maintenant, de votre côté, si vous n'avez pas été proactif dans votre manière d'analyser la totalité de vos besoins avant de faire le projet, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous vous ramassez avec, félicitations, une bien grosse maison. Mais le fameux phénomène où est-ce que vous avez sûrement entendu des gens dire, encore plus aujourd'hui avec les taux d'intérêt, il me semble que je travaille juste pour payer ma maison, puis je n'ai plus rien pour rien d'autre. Bien, maintenant, je vais tout prendre ça, puis je vais vous l'emmener d'un point de vue corporatif. On va remettre notre chapeau business, notre chapeau d'entrepreneur. C'est la même chose si vous avez un projet de financement, hein. J'ai mis une maison, ça peut être un bâtiment que vous avez acheté, mais ça peut être un refinancement de toutes les choses. Ça peut être un bâtiment, ça peut être un véhicule, ça peut être une pièce d'équipement, ça peut être du fonds de roulement. Bref, le but, c'est de ne jamais, par exemple, partir du fait que vous avez uniquement ça à financer. Tout financement que vous faites dans une entreprise, vous n'êtes jamais en train de financer l'élément à lui seul, vous êtes toujours en train d'intégrer un financement dans l'ensemble d'une entreprise. Et puis, ces éléments-là, qu'est-ce qui est important? Ben, c'est de considérer tous les autres projets. Le petit chapeau universitaire, ben, dites-vous, le besoin d'innovation et de recherche et développement. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'investir là-dedans. Ça prend des sous. Il faut le considérer dans notre montage financier. Je parlais de profil de consommation. Je vais l'emmener au modèle corporatif. On a tous des profils de gestion différents. Euh, la réalité, il n'y a aucun gestionnaire d'entreprise qui gère de la même manière. Certains préfèrent avoir un très haut niveau de sécurité d'un point de vue liquidité. D'autres vont dire non, nous autres, on investit de manière très, très, très agressive. C'est pas grave si on fait des pertes parce qu'on veut dominer le monde. Puis encore là, tout ça est sans jugement. Mais je vous le dis, le but, c'est de dire chacune des personnes et chacun des gestionnaires est différent. L'avion, vous pouvez penser à vos projets d'expansion. C'est peut-être pas maintenant, mais éventuellement, ça va arriver avec votre entreprise. La tirelire, est-ce que vos besoins, votre capacité de supporter le risque, comment vous la gérez? Souvent, d'avoir une base de liquidité est une des meilleures manières de gérer les risques qui peuvent arriver dans l'entreprise, même s'il y a plein d'autres méthodes, bien sûr. Mais bref, tous ces éléments-là sont excessivement importants et malheureusement, quand je vous disais, ça, c'est d'être proactif, c'est d'arriver avec l'ensemble des points, puis de se présenter avec ça, puis de trouver un financement qui répond à tous nos besoins. D'être réactif, c'est tout simplement demander au marché c'est quoi la meilleure façon de financer mon immeuble, admettons. Puis de là, ben, juste choisir le taux d'intérêt le plus faible là-dedans en ignorant tout le reste. Maintenant, ben, la question à se poser, c'est de dire, ben, comme entrepreneur, comment on fait pour garder tous ces objectifs-là en tête? Ben, la réalité, c'est que c'est beaucoup moins complexe qu'on le pense. Le problème de tous les entrepreneurs qui, je vais dire, sont réactifs, puis croyez-moi, j'ai eu la chance d'être à la fois du côté financement traditionnel et j'ai été investisseur aussi en capitaux de croissance, capitaux de risque, puis investissement sous forme d'équité ou d'action. Les gens se présentent à nous à l'étape 4. C'est-à-dire qu'ils viennent. Démarchage, c'est quand? C'est quand on se présente au marché financier en disant hey, j'ai tel projet à financer. Puis ça commence immédiatement là. La réalité, si vous voulez éviter de perdre de vue puis d'avoir la vision focale où est-ce que tout tourne autour d'un seul projet et vous perdez de vue l'ensemble de votre stratégie d'entreprise, bien, c'est assez simple, hein? C'est de rajouter 3 tout petites étapes avant. Mais la première, c'est d'abord et avant tout de vous poser la question, c'est quoi vos objectifs et votre stratégie d'affaires à court, moyen et long terme? C'est une question qui est quand même assez importante de se poser comme entrepreneur parce qu'on la perd de vue, malheureusement, surtout si on est dans une PME ou une petite entreprise par les opérations. Mais la vraie question à vous poser, c'est
perdez jamais de vue, c'est où vous voulez, où vous vous voyez, vous et votre entreprise, dans les 2, 3, 5 prochaines années, parce que c'est facile de le perdre de vue. Donc, il faut mettre ça, mettez-le sur papier, faites-vous accompagner. Bref, c'est vraiment important d'avoir un plan stratégique. Maintenant, je ne vous parle pas d'une planification stratégique de 40 pages, là. Je pense que c'est fini cette époque-là. Mais juste d'avoir une bonne vieille stratégie qui vient essentiellement de dire c'est quoi notre définition du succès à nous, c'est quoi le terrain de jeu sur lequel on veut réaliser ce succès-là, puis comment qu'on va faire pour y arriver, puis c'est quoi tous les éléments que ça inclut. Ça, c'est comment faire une stratégie. Je vous encourage, si vous voulez voir un livre très intéressant là-dessus, Playing to Win, d'anciens dirigeants de Procter Gamble, très, très, très intéressant. Une fois qu'on a nos objectifs d'affaires, c'est là que ça devient important de les mettre dans des projections financières complètes. Projection financière complète, c'est quoi? Ben, c'est au minimum des états des résultats, mais idéalement avec un bilan et avec un budget de caisse pour vous permettre de dire, ben, toute ma stratégie, quand je la mets dans des projections, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue variation des liquidités? Est-ce que j'ai des périodes où est-ce que j'ai plus de liquidités, que j'en ai moins? Il faut se poser toutes ces questions-là. Il y a des bons logiciels qui peuvent vous accompagner. Je crois que c'est un moment où est-ce que votre CPA, immanquablement, si vous êtes en entreprise, vous avez un CPA en quelque part qui vous accompagne. Ça peut être un très, très bon moment d'avoir un accompagnement à ce niveau-là pour avoir des bonnes projections financières. Projections financières qui, encore une fois, mettent sur papier votre vision de l'avenir. Et finalement, ben, le troisième point, c'est le montage financier. Ben, c'est là que ça devient, la proactivité prend tout son sens, là. C'est à partir du moment que vous dites, j'ai un modèle financier qui est flexible, que je peux jouer dedans, ben, c'est de vous poser la question, si j'intègre ce que je veux acheter, quel financement je pourrais y rattacher qui, quand je regarde par en avant avec mon modèle financier, mes projections, dit, ben, moi, je serais confortable de gérer mon entreprise comme ça. Et s'il y en a qui sont en technologie en particulier, je vous dirais, c'est excessivement important d'être proactif et non réactif. Et je m'explique pourquoi. Dans le marché qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup, quand on est réactif, il y a beaucoup d'investisseurs et d'institutions financières qui vont être des pro-croissance, puis on en vient un jour qu'à penser que c'est pas compliqué à avoir une grosse valorisation ou d'avoir un gros financement. On a juste à faire des projections avec des, tu sais, 800 de croissance sur les 3 prochaines années, puis toutes les portes vont s'ouvrir à nous. Ne tombez pas dans ce piège-là, s'il vous plaît, parce que vous n'avez rien gagné hein, à avoir une valorisation qui est 4 fois plus haute sur la base de projections qui sont 4 fois trop hautes versus ce que vous êtes vraiment capable de faire, parce que ne perdez pas de vue que si vous allez chercher un financement ou encore plus que ça, un partenaire actionnaire, une fois que vous avez complété tout ça, ben, vous n'êtes pas à la ligne d'arrivée, vous êtes tout simplement à la ligne de départ et maintenant, ben, vous devez livrer ce que vous avez dit que vous êtes capable de livrer. Donc, c'est excessivement important d'être proactif à ce niveau-là. Et après ça, ben, vous faites le démarchage, vous arrivez avec vos projections financières, vous dites voici qu'est-ce qui me convient. Maintenant, banquier, investisseur, tu as deux choix. Soit tu respectes ça pour me faire une offre ou tu me trouves quelque chose qui, selon toi, serait mieux selon ce qui est important pour moi. Comment respecter ses objectifs? Suivez cette petite démarche-là, puis ça va faire un monde de différence. Et je peux vous garantir que s'il y a un élément, avec tout ce qu'on a vécu dans les 3, 4 dernières années, qui a vraiment créé beaucoup de valeur, malheureusement, souvent qui est dans l'ombre, là, parce que ça va être la personne aux finances qui va avoir géré ça, puis les gens d'opération, eux autres, ils ne le voient pas vraiment, puis c'est correct. Mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en vie grâce spécifiquement à leur manière de gérer leur financement. Et je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup qui sont malheureusement aujourd'hui dans les cimetières corporatifs parce qu'ils n'ont pas été en mesure d'appliquer ces méthodes-là et qui se sont laissés emporter de manière réactive à ce que le marché offrait. Alors, ça fait le tour pour la portion objectif. Maintenant, je vais vous parler de liquidité avec mon fameux œuf en or que je mets là. J'ai toujours la même petite histoire qui me vient là-dessus. Pour ceux qui ont entendu la fameuse légende d'histoire, bref, je ne sais pas comment on va l'appeler, de l'oie qui pondait un œuf en or. Pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, c'est essentiellement l'histoire que je résume, mais un fermier d'une certaine époque qui se réveille un matin en découvrant qu'il y avait une oie qui avait pondu un œuf en or. Puis croyant que c'était un canular, ben, il le jette tout simplement. Puis il y a un de ses enfants qui lui dit ben, papa, pourquoi tu l'as jeté? Puis il dit ben, je pense, c'est sûr, c'est pas un œuf en or, c'est un canular. Puis il dit ben, pourquoi qu'on on va pas regarder si ça serait pas ça?
Puis, plus pour faire une activité, il va au marché, puis à sa grande surprise, il découvre que c'est effectivement un œuf en or massif. Plus beau jour de la vie de ce fermier-là. Il vend au marché l'œuf en or. Il a plus d'argent, il réussit à gérer ses dettes, il réussit à se dire, enfin, je vais pouvoir offrir des besoins de sécurité et des besoins de base à ma famille, assurer un certain futur. Bref, c'est merveilleux. Où l'histoire se complique, c'est que, bizarrement, à la deuxième journée, Loi pond un deuxième œuf en or, à la troisième, un troisième, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que là, notre fameux agriculteur fermier se rend compte que je vais toujours avoir accès à un œuf en or par jour, donc mon train de vie maintenant va être en fonction de ça, tombe dans des dépenses excessives jusqu'au jour où est-ce qu'il se réendette en fonction de sa capacité d'avoir toujours un œuf en or par jour. Puis, un jour, plus capable de rembourser ses créanciers, pour aller chercher un dernier œuf, finit par perdre le contrôle et ne nourrit pas. Il y a plein de fins à cette histoire-là, là, mais ne nourrit pas suffisamment Loi. Et puis finalement, Loi décède, puis il perd à tout jamais sa capacité d'avoir des œufs en or. Comme je vous dis, ce qui est particulier de l'histoire, c'est de dire, ça aurait dû être encore mieux d'avoir cette capacité récurrente-là, d'avoir des revenus qui vont toujours venir. Maintenant, si on perd le contrôle dessus, ça peut devenir problématique. Ce que j'aime de cette histoire-là, c'est qu'une entreprise, c'est une analogie parfaite pour une entreprise. L'œuf en or, dites-vous, c'est votre capacité d'avoir accès à des liquidités dans l'immédiat. Donc, votre compte de banque et votre marge de crédit essentiellement. Loi, c'est la capacité de votre entreprise de générer des liquidités au-delà de vos dettes et des exigences du marché. Comme gestionnaire, vous devez être en mesure en tout temps d'avoir un œil sur ces deux points-là. Et c'est ce qu'on va regarder dans les prochaines diapositives. Premier élément, on va parler de liquidité immédiate. L'œuf, liquidité immédiate, votre capacité d'avoir des sous dans l'immédiat. Pourquoi il y a un véhicule de luxe? Je vous rassure, c'est pas le mien. Je connais rien, à vrai dire, au véhicule. Mais c'est qu'il m'est arrivé un jour une histoire que j'ai trouvée quand même très intéressante. Vous savez, comme consultant, on fait régulièrement des interventions au niveau des entreprises qui parfois peuvent moins bien aller. Et puis, le point qui est arrivé, c'est toujours délicat, hein, parce qu'on a un entrepreneur qui est devant nous dans une situation qui est difficile. Puis, je vous dirais, un des points communs de tous ces entrepreneurs-là est souvent de dire, tu sais, mes banquiers et mes investisseurs m'ont pas compris. La réalité, c'est que j'ai les meilleurs clients au monde, j'ai les meilleurs employés au monde, les meilleurs fournisseurs, le meilleur produit ou le meilleur service. Puis comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables de voir ça? Ils ne sont pas capables de le reconnaître que j'ai tout ça. Ils font une grave erreur. J'ai juste besoin d'un petit peu plus de gaz pour avancer. Puis, par manque d'expérience, ça pourrait être facile pour quelqu'un de dire, ouais, si tu as vraiment tout ce qu'il y a de mieux sur la planète, tu ne devrais pas être dans la situation que tu es là. Maintenant, je peux vous dire qu'avec l'expérience, ce qui est le plus triste de ça, c'est que souvent l'entrepreneur a raison. C'est pas rare qu'il y a soit les meilleurs clients, les meilleurs fournisseurs, un produit exceptionnel, un service exceptionnel. Il y a quand même quelque chose d'unique qui est là. Mais malgré tout, il se retrouve dans une situation qui est très, très, très difficile. Comment j'ai réussi à m'en sortir? Parce qu'il faut quand même passer au travers de cette étape-là si on veut avoir une discussion constructive avec notre entrepreneur. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un entrepreneur qui me dit, dans d'autres mots, mais la même chose, Daniel, moi, là, j'ai l'impression qu'entre les mains, j'ai une Ferrari. Comment ça se fait que tous les banquiers, les investisseurs semblent me voir comme si j'étais un vieux véhicule usagé tout rouillé, il n'avance pas. Puis la réponse que j'ai été en mesure de donner, puis qui m'a comme sauvé, c'est de dire, tu as probablement raison, tu as vraiment une Ferrari entre les mains. Mais sais-tu quoi? Le vieux véhicule rouillé là à côté, lui, s'il y a du gaz, par exemple, dans le tank, il peut continuer d'avancer. Toi, tu n'en as plus. Puis perdez jamais ça de vue comme entrepreneur. Une Formule 1, pas de gaz, là, vous pouvez la dépasser à pied, hein. Je vous l'annonce, là, c'est la réalité. Une entreprise, pas de liquidité, c'est plate à dire, peu importe la qualité de toutes ses composantes, elle ne sera pas capable de survivre. Et d'où l'importance de garder ses liquidités immédiates sous contrôle. Donc, ce que je vous dis ici, puis je ne veux pas passer point par point tous les exemples, je vais juste en passer quelques-uns, mais je vais y revenir si vous avez des questions, mais
Encore là, sans argent, vous n'aurez même pas la chance de prouver que vous avez une bonne entreprise ou une bonne idée. Maintenant, au-delà du financement, c'est-à-dire la base étant d'avoir des liquidités dans le compte ou une marge de crédit, mais il y a certains produits qui sont intéressants. J'en mentionne trois ici. Affacturage, assurance sur marge de crédit, moratoire préautorisé, pas vraiment un produit, là, plus une demande que vous pouvez faire, mais je vais commencer par vous parler de l'affacturage. L'affacturage, qui est souvent un produit qui est beaucoup moins connu par les entrepreneurs et les entreprises, mais qui est très, très, très intéressant. La différence versus une marge de crédit, c'est que l'affacturage, que ça vous permet, c'est que l'institution financière, en gros, là, chacun a sa petite recette, mais l'institution financière, au lieu de vous financer via une marge de crédit vos comptes à recevoir, vont vous acheter directement à vos comptes à recevoir du moment que vous émettez une facture. Donc, vous vendez votre compte à recevoir à l'institution financière et vous recevez grosso modo un montant qui va être n'importe où entre 80 et 90, même parfois 95 du montant de la facture immédiatement. Et une fois que la créance va être payée, ben là, l'institution financière fait un calcul, il calcule des intérêts, des frais de gestion, puis il vous remet la différence pour closer le dossier. Maintenant, puis ça, c'est excessivement important, là, puis je veux briser ça immédiatement. Il y a plein de monde qui vont se présenter à vous en vous disant ah ben l'affacturage, c'est pas vraiment plus cher qu'une marge de crédit normale, tu sais, parce que là, vous pouvez négocier des conditions plus intéressantes, puis écoutez, peu importe la manière de le voir, là, je vous le dis, c'est plus cher. C'est plus cher, l'affacturage. Puis l'assurance sur marge de crédit aussi représente des coûts supplémentaires. Maintenant, le point le plus important pour moi, c'est de vous dire, je reviens toujours avec le même exemple. Si j'étais votre coach de vie, puis je vous demandais, moi, c'est pas compliqué, vous m'appelez du moment que vous avez quelque chose à acheter, puis je vais vous dire quoi acheter. Si quelqu'un se présente en me disant, je vais acheter une paire de souliers, je dis, c'est pas compliqué, achète la moins chère. Si vous venez me voir en me disant, ben, je vais acheter une voiture, je dis, c'est pas compliqué, achète la moins chère. Puis là, la journée que vous arrivez avec votre maison, puis là, vous dites, j'espère qu'il ne me dira pas achète la moins chère. Puis je vous dis, ben oui, c'est pas compliqué, achète la moins chère. À un moment donné, vous allez dire, hey, wow, ça n'a pas de sens, ton affaire de Daniel. C'est pas vrai que c'est toujours l'affaire la moins chère qui répond à mes besoins. Ben là, probablement que, ben, savez-vous quoi, vous avez parfaitement raison. Mais la question que je vous relancerai, c'est pourquoi, par exemple, je serais prêt à miser beaucoup que pour la plupart des entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui, le meilleur financement, par exemple, c'est le moins cher, et rien d'autre. Je vous annonce quelque chose, là, c'est la même chose en matière de financement que dans tout dans la vie. Si ça coûte plus cher, c'est qu'il y a des avantages supplémentaires. Et ça, on doit les considérer. Parce qu'à coût supérieur, qualité souvent supérieure ou avantage de plus. Et ça, ben, c'est ce qui est important. Donc, l'affacturage, est-ce que ça coûte plus cher qu'un financement traditionnel? Oui. Est-ce que vous avez des avantages de plus? Ben oui, souvent, ça va vous permettre de mettre la main sur des liquidités beaucoup plus tôt. Donc, encore là, plein d'avantages. Je passe rapidement, assurance, marge de crédit, tout simplement pour dire au-delà de votre marge de crédit, il y a certains joueurs dans le marché, comme Investissement Québec, qui offrent des produits où est-ce qu'on assure la marge de crédit, ce qui vous permet d'aller chercher un montant supplémentaire de disponible parce qu'il y a des garanties offertes à votre institution financière. Si vous avez des questions là-dessus, je vais y revenir un petit peu plus tard. Et moratoire préautorisé, tout ce que je veux vous dire sur ce point-là, c'est que perdez jamais de vue que lorsque vous demandez un financement, vous avez la possibilité de demander à votre institution financière de préautoriser un moratoire. Un moratoire, c'est quoi? C'est essentiellement de dire, ben moi, si je t'appelle pendant normalement une période qui va être environ de 6 mois, ben, je ne vais que payer les intérêts sur mon prêt, je ne paierai pas le capital. Donc, le capital que vous ne payez pas, qu'est-ce qui arrive? Ben, il se ramasse dans votre compte de banque. Donc, ça vous permet de mettre la main sur des liquidités supplémentaires. Un bon truc aussi pour contrôler ces liquidités immédiates. Encore là, j'arrête pour ce point-là. Si vous avez des questions plus précises, on va y revenir un petit peu plus tard à la période de questions. Contrôle des liquidités opérationnelles maintenant. Je vous l'ai dit, c'est quoi les liquidités opérationnelles? Ben, c'est votre capacité de générer des fonds nets au-delà de ce que vous payez à des tiers ou du rendement qui est exigé par vos actionnaires. Très, très, très important. Très, très, très important. Votre structure de capital doit vous permettre de générer des liquidités, que ce qu'on appelle une marge de sécurité, là, donc de dire si le taux d'intérêt fluctue, si vos ventes fluctuent, vous avez plein d'éléments qui peuvent fluctuer dans votre entreprise, bien, vous dites j'ai une marge de manœuvre pour être capable de passer au travers. D'une part, de mes liquidités immédiates, mais ça, c'est limité. Hein. L'idéal, c'est d'avoir toujours une capacité de générer au-delà de notre service de la dette d'une manière le plus pérenne possible. Donc, je vous donne quelques produits qui sont intéressants ici, mais un qui est souvent sous-estimé, c'est le partenaire actionnaire.
pas nécessairement disponible pour tous les types d'entreprises. Ça prend quand même une certaine taille, mais perdez jamais de vue qu'on a de très bons joueurs au Québec. On a FSTQ, on a le fonds d'action de CSN, on a Desjardins Capital, on a BDC Capital aussi. Bref, là, je pourrais vous en nommer d'autres, mais on a la possibilité de demander auprès d'institutions de dire, ben moi, je ne veux pas un prêt, je veux du capital action à la place. Donc, je vais céder une portion des actions de mon entreprise en échange de sous. Mais l'avantage que ça, ben souvent, on n'a pas de dividende à verser là-dessus. Puis en plus, nos intérêts sont reliés, hein. Si vous faites de l'argent, ben eux autres vont faire de l'argent. Si vous en perdez, eux autres vont en perdre. Vos intérêts sont reliés et vous avez intérêt, tout le monde, à ce qu'il y ait un succès dans l'entreprise. Maintenant, je vous répète le même point. Tous ces éléments-là que je vous mentionne ici, d'avoir un partenaire actionnaire, d'avoir ce qu'on appelle du capital de croissance et de développement qui est généralement donné par les mêmes joueurs que je vous ai mentionnés tantôt, mais qui sont essentiellement des prêts non garantis, donc qui diminuent le stress sur les épaules des actionnaires, immanquablement vont vous coûter plus cher. Mais maintenant, est-ce que ça vous coûte plus cher parce que c'est des moins bons produits? Non, ça vous coûte plus cher parce que c'est des prêteurs qui vont prendre une portion du risque sur vos épaules et les partager avec vous en les mettant sur les leurs. Donc, ça a un coût, mais ça a aussi beaucoup d'avantages. Donc, pas toujours obligé d'aller vers du prêt traditionnel. Il y a ces outils-là qui peuvent être intéressants. Pour m'assurer de respecter le temps, je passerai immédiatement à l'équilibre des risques. Le dernier point. Équilibre des risques, c'est le point qui me fascine le plus parce que l'équilibre des risques et la notion de risque-rendement, là, je suis pas mal certain que tout le monde a entendu parler de ça dans des cours d'économie en quelque part au milieu du secondaire. Puis je suis pas mal certain que si je vous parle de risque-rendement et d'équilibre des risques, vous allez tous me dire, ben oui, on sait parfaitement ce que c'est. Maintenant, pour des raisons obscures, on dirait que dans le domaine du financement, et probablement avec la pratique et la vitesse des choses, on l'oublie, ce point-là. On oublie cette fameuse relation de risque-rendement. Je trouve que la meilleure façon de l'illustrer, c'est le graphique que je vous présente ici, qui m'a été présenté justement dans le cadre du programme qui était offert par l'Ordre de CPA, qui est le CF Qualification Program. Mais essentiellement, c'est un VP Finance qui est venu nous présenter comment on doit regarder tout financement. Puis, si vous regardez comme il faut, vous avez essentiellement, je vais essayer de me mettre un petit pointeur, mais vous avez, bon, voilà, je ne sais pas si vous voyez ma souris maintenant, mais retenez que vous avez sur la pyramide, en haut complètement, vous avez ce qui va être du prêt garanti traditionnel. Et plus vous descendez dans la pyramide, plus vous avez du prêt ou de l'investissement non garanti. Maintenant, vous passez haut de la pyramide, beaucoup moins cher, mais beaucoup de garanties et plus de risques. Et en bas, beaucoup plus cher, mais un risque qui est différent. L'équilibre de risque, vous l'avez dans ce tableau-là ici, parce que vous voyez d'une part, si vous avez un prêt traditionnel, prenez un prêt hypothécaire pour un bâtiment, bien, je vous annonce quelque chose, le taux d'intérêt, s'il est plus faible, c'est pas, malheureusement, c'est pas juste parce que vous êtes mieux, c'est tout simplement parce que le prêteur ou l'investisseur, son risque est pratiquement nul. Il va vous prêter un montant qui est moindre que la valeur d'un bien, qui en plus le bien va prendre en valeur dans le temps. Donc, ben, son risque est très, très faible. C'est pour ça qu'il peut vous offrir un taux d'intérêt plus bas. En contrepartie, le risque pour l'entreprise est beaucoup plus élevé. Pourquoi? Ben, parce que vous allez probablement avoir des cautions personnelles comme entrepreneur, vous allez donner des biens importants en garantie, vous allez avoir des paiements qui vont se faire sur une base régulière et vous allez être sujet aux variations de taux d'intérêt. Maintenant, si je vous donne l'opposé, le capital action, ben, est-ce que le capital action coûte plus cher? Ben, définitivement, hein. Ne soyez pas surpris. Là. Dans un contexte normal, quelqu'un qui vient investir, puis vous-même, vos propres actions, vous êtes parfaitement en droit d'espérer d'avoir un rendement qui va être supérieur à 20 sur les actions, l'argent que vous avez investi dans votre entreprise. Ça coûte plus cher. Mais en contrepartie, le risque pour le prêteur, il est absolu. Parce que si l'entreprise ferme, ben, il perd 100 de ce qu'il a mis dedans. Et le risque pour l'entreprise, pourquoi on dit qu'il est beaucoup plus faible? Ben, c'est pourquoi? Ben, parce que vous n'en avez pas de caution, vous n'en avez pas de garantie, vous n'avez même pas de paiement sur des prêts en capital, ben, des investissements en capital action. Et en plus, ben, vous avez des intérêts, comme je vous disais, qui sont liés. Hein. Le succès de un va être le succès de l'autre. Le succès de votre investisseur va être directement lié à votre succès. S'il y a du succès, puis vous devez y faire un gros chèque, ben, savez-vous quoi? Réjouissez-vous. C'est parce qu'en quelque part, il y a un gros chèque qui vous attend aussi de votre côté. Maintenant, je veux juste
nuancer un petit peu tout ça en vous disant, faites attention, je ne suis pas en train de vous dire que arrêtez de faire du prêt traditionnel, allez voir uniquement des prêteurs en capital action ou des investisseurs. Tout est une notion d'équilibre. Maintenant, ben, posez-vous la question, est-ce que j'ai uniquement du prêt traditionnel ou est-ce que j'ai un bon équilibre dans tous ces outils-là? C'est là que va se trouver la recette du succès. Et encore là, je peux vous le garantir, c'est surprenant de voir à quel point les entreprises qui ont recours à des outils un bon mix entre des outils qui sont plus dispendieux, mais beaucoup moins risqués, versus moins dispendieux et plus risqués, à quel point ben, qui sont nettement plus performants. Alors, voilà. En conclusion, ben, je veux tout simplement vous revenir sur les 3 éléments. Objectif, liquidité, équilibre. C'est les 3 éléments clés d'une stratégie. La question à vous poser, c'est de vous dire, ben, est-ce que pour chacun des points qu'on a discutés, vous avez appliqué ça dans votre gestion? Si c'est le cas, ben, félicitations, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Sinon, je ne veux pas vous empêcher de dormir, mais je vous encourage fortement à être proactif et à vous poser ces questions-là pour être certain de justement avoir une entreprise, avoir un financement qui est à votre service et non pas vous et votre entreprise à être au service de votre financement. Parce que comme entrepreneur, comme gestionnaire d'entreprise, c'est pas ça qu'on souhaite. Maintenant, ben, je fais juste une petite parenthèse. On est dans les 20 minutes CPA. Ben, je vous ai mentionné à quelques places un CPA peut vous accompagner. Ben, vous avez ici un lien, maintenant, on a un bottin, hein, les CPA, où est-ce que vous pouvez trouver des bottins qui sont à proximité des CPA qui sont à proximité de chez vous. Vous avez le lien ici, il pourra vous être partagé par Evol suite à la présentation sans aucun problème. Alors, voilà, c'est tout pour la présentation. Merci tout le monde. Et puis, je cède la parole à Joanie pour la suite. Merci et merci infiniment, Daniel. Ce que tu as apporté, tous les concepts pour démystifier le financement, c'est vraiment très riche, très intéressant. Je pense que ça va soulever quand même plusieurs pistes de réflexion qui valent la peine d'être faites. Puis j'ai un petit sourire puis un petit remerciement particulier à tes analogies. Je trouve qu'elles sont très parlantes, autant celle de l'œuf d'or que de la Ferrari à qui il n'y a pas de gaz dans la tank. J'en profiterai avant de passer à aux questions aussi de revenir vers, dans le fond, René Lebel là, qui représente l'Ordre des CPA aujourd'hui. Merci beaucoup à ce partenaire qui a permis de rendre ça disponible dans le fond aujourd'hui. Donc, merci à vous. Puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Vous pouvez rester pour la période des questions.